On poursuit ce Lex Inside, on va parler discrimination et harcèlement sexuel au travail avec mon invité François Marteau, avocat of counsel au sein du cabinet UGGC Avocat. François Marteau, bonjour. Bonjour Arnaud. La défenseure des droits, Claire Hédon, a pris une décision cadre avec 49 recommandations sur la conduite des enquêtes internes en matière de discrimination et harcèlement sexuel au travail. Dans quel contexte a été prise cette décision cadre de la défenseure des droits? Indiscutablement Arnaud, dans un contexte de libération de la parole depuis plusieurs années déjà, à l'égard notamment de ces agissements, mais pas que, auxquels le monde du travail, malheureusement, n'échappe pas. Malgré cette libération de la parole, force est de constater que le Code du travail est resté assis sur des grands principes, et dès lors, dès qu'on a passé le simple stade de la prévention, eh bien, les employeurs et les victimes présumées et témoins peuvent être dans l'expectative lorsqu'il s'agit concrètement d'agir. Quels sont les principes auxquels vous faites référence? Alors, le principe cardinal, c'est celui de la protection de la santé physique et morale des salariés. Il faut retenir qu'il y a plusieurs pans dans le Code du travail, on en retient trois. Tout d'abord, c'est une série d'interdictions. Voilà, le Code du travail va naturellement prohiber ce genre d'agissement avec une série de rappels, notamment dans le règlement intérieur. Il y a également, deuxième pan, une obligation de prévention de l'employeur. Celle-là, elle est très importante parce que c'est ce qui va tout fonder. L'employeur doit en amont prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ce genre de situation. Donc ça prend différentes formes, des actions d'information, des actions de prévention des risques professionnels, des formations et la mise en place d'une organisation avec des moyens adaptés. C'est là qu'on voit déjà poindre l'enquête interne. Troisième et dernier temps, la réaction naturellement. Dès qu'un signalement lui est fait, l'employeur se doit d'agir. Il ne peut pas laisser la situation traîner. Ça, c'est pour le Code du travail. Et puis, plus généralement, on peut quand même mentionner un accord national interprofessionnel du 23 juillet 2010 qui déjà parlait de l'obligation de mettre en œuvre une enquête en cas de violence au travail, plus particulièrement en cas de harcèlement. Et puis aussi la loi Sapin 2 qui a renforcé les dispositifs d'alerte en entreprise et la protection des lanceurs d'alerte. C'est dans ce mélange, dans ce melting pot que l'enquête interne est née. Pour bien comprendre, l'enquête interne est-elle toujours obligatoire en cas de signalement en matière de discrimination ou harcèlement sexuel? Alors il y a des cas où c'est très clair, mais ils sont très peu. On mentionnera surtout ici le droit d'alerte du CSE, donc que ce soit en cas d'atteinte à l'intégrité physique ou mentale des travailleurs ou en cas de danger grave ou imminent. Dans ces cas-là, le Code du travail est très clair, l'employeur doit, après un signalement d'un élu au CSE, engager une enquête immédiate et en association avec le CSE. Pour le reste, il faut retenir que c'est essentiellement une création jurisprudentielle, avec ici, c'est très important, un arrêt qui a été rendu en 2019 par la Cour de cassation à l'occasion d'une affaire pour harcèlement moral, et dans cet arrêt, la Cour de cassation a expliqué que même s'il n'y avait pas de harcèlement, le fait de ne pas avoir diligenté une enquête suite à un signalement constitue une violation de l'obligation de prévention de l'employeur. C'est ce qui a entraîné les enquêtes et le déclenchement des enquêtes sans véritable cadre. Il semble toutefois que depuis juin 2024, la Cour de cassation ait quand même nuancé son propos, puisqu'elle est toujours en matière de harcèlement moral. Elle a jugé que finalement l'enquête était une mesure parmi d'autres pour adresser la situation, mais pas la mesure impérative. Quoi qu'il en soit, il faut quand même retenir pour les employeurs, surtout que l'enquête reste quand même indispensable dans ce genre de signalement. On va aller plus loin sur ces enquêtes internes. Quels sont les constats que les professionnels peuvent faire en matière d'enquête interne? Alors après, le constat, évidemment, c'est l'hétérogénéité. Nous, en tant que praticiens, on peut constater presque qu'il y a autant de pratiques que d'entreprises, finalement. Et le second constat, il est dressé par la défenseure des droits, et c'est certainement pour ça qu'elle s'est saisie du problème. C'est la situation, c'est la défiance des victimes présumées et des témoins à l'égard des systèmes qui existent actuellement. Et la défenseure des droits estime d'ailleurs que près d'un tiers des signalements se perdent en raison de cette défiance, un chiffre qui interpelle. Alors, vous avez présenté les recommandations de Claire Hédon, la défenseure des droits. Est-ce que selon vous, ces recommandations sont pertinentes, ces 49 recommandations? Oui, ces recommandations sont pertinentes en ce sens qu'elles apportent un cadre général pour tous les employeurs. Voilà, et c'est simple, c'est facile d'accès, il n'y a pas besoin d'avoir le nez dans les bases de données et dans les articles à droite à gauche. Tout est compilé. Voilà, c'est tout à fait pratique pour tous les employeurs. En réalité, pour ceux qui se sont déjà organisés,
les structures d'une certaine taille, ces 49 recommandations ne vont pas être une véritable révolution, surtout si elles sont fait accompagner à la base. C'est l'objet de notre travail. Hier, à l'aune de la jurisprudence, aujourd'hui, à l'aune de la jurisprudence et de ces recommandations. Cela étant, on peut quand même relever des recommandations très intéressantes, celle d'un délai raisonnable. Ça n'a l'air rien comme ça, mais vu qu'il n'y a pas de cadre, c'est quand même bien de le préciser. Et sous les 2 mois, d'initier la procédure et de la clôturer aussi rapidement. Une collégialisation aussi qui est quand même la bienvenue ici. Voilà, avec, on va imprégner de pluridisciplinaire cette enquête. L'externalisation aussi, qui est une question importante, en particulier quand le sujet concerne la direction d'un groupe. Ici, et plus généralement tout ce qui concerne la méthodologie du rapport et des auditions est aussi extrêmement intéressante. Est-ce que c'est révolutionnaire? Pour les toutes petites entreprises, ça va peut-être un peu dur de respecter toutes ces recommandations. Pour les plus grandes structures, normalement, elles ont déjà dû travailler sur ces recommandations. Alors, on va justement s'intéresser à cette obligation ou non de respecter ces recommandations. Quelle est la valeur juridique de ces recommandations? Est-ce qu'elles ont force contraignante sur les employeurs? Doivent-ils les respecter? Alors, c'est un petit paradoxe ici, c'est-à-dire que ces recommandations n'ont pas la valeur de loi, ça, faut bien le préciser, et elles ne sont d'ailleurs pas assorties, à proprement parler, de sanctions. Pour autant, il s'agit quand même de recommandations publiques, ici, ce qui a des conséquences en termes de droit administratif, et surtout, la majorité sont formulées en réalité à titre impératif. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles s'imposent aux justiciables que sont l'employeur et le salarié, et de telle sorte qu'un salarié peut s'en prévaloir devant les juridictions. Bon, en tout état de cause, nous, ce qui nous intéressera, c'est de savoir comment ça sera accueilli par les juridictions, comment ça va être intégré dans l'ordre judiciaire. Vous avez une idée un peu de comment peut la jurisprudence accueillir ces recommandations? Alors, j'ai pu parcourir un petit peu la jurisprudence, pas vraiment celle de la Cour de cassation, mais en tout cas, c'est apparu dans des décisions de cour d'appel où la Cour d'appel a pu condamner un employeur pour non-respect d'une décision cadre du défenseur des droits. Donc, c'est une possibilité. Disons que si l'employeur n'a mis aucun système en place, qui dès lors n'est pas conforme à ce que souhaite la défenseur des droits, évidemment il y aura condamnation, et il pourrait y avoir condamnation au visa de cette décision cadre. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que pour ceux qui ne sont pas dotés de dispositifs, respecter ces recommandations, ça permettra d'assurer la validité et la recevabilité de leurs enquêtes devant les juridictions en cas de litige, très important pour les employeurs, et pour les entreprises d'une taille supérieure, de comparer leurs dispositifs actuels et éventuellement de corriger, d'adapter, voire de compléter ce qui aurait pu être oublié. Alors justement, pour finir, vous avez dit bien respecter ces recommandations, voire adapter le dispositif. C'est quoi les bonnes pratiques en la matière pour justement prévenir tout agissement de harcèlement ou de discrimination? Alors d'abord, ça va être de réglementer le dispositif du signalement. Ça, c'est très très important. C'est d'ailleurs le premier pan des recommandations de la défenseur des droits. Voilà, vraiment faciliter le signalement et aussi, ça n'a l'air de rien comme ça, mais accuser réception du signalement. C'est comme pour tout le monde, quand on envoie que ce soit un mail ou une demande, on aime bien recevoir un accusé de réception, ne serait-ce que pour savoir que notre enquête est traitée. Ensuite, tout dépend, je dirais, de la complexité du cas. Soit vous le traitez en interne, soit vous l'externalisez. Ça va dépendre déjà de la sensibilité du sujet. Est-ce que les membres de la cellule, eux, peuvent le traiter? Ne sont-ils pas eux-mêmes concernés? Et si c'est des membres de la direction, a fortiori, externaliser. Et ensuite, dans toute la méthodologie du rapport, de la rédaction et de la communication. On va conclure là-dessus. Merci François Marteau d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes avocat of counsel au sein du cabinet UGGC Avocat. Merci Arnaud. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.